Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, bonsoir. Le rendez-vous de troisième mi-temps, c'est maintenant avec nos deux consultants, Choalio Diomandé et Magloire Diop. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, et merci en tout cas d'être sur ce plateau. Nous, vous constatez hein, que nous avons toujours conservé la distance de 1 mètre pour respecter en tout cas les consignes. Alors, Dago Chal, qui est notre troisième consultant, va intervenir, mais au téléphone. Le thème de ce 13e numéro de troisième mi-temps, les athlètes sont-ils les grandes victimes de la crise du corona? C'est la question qu'on va essayer donc de trouver. À cette question, on va essayer de trouver des réponses. Magloire Diop et puis Choalio Diomandé. Mais l'actualité oblige. Vous savez que depuis hier, il y a eu donc la disparition, le décès de Pape Diouf. Messieurs, votre réaction sur cette disparition de l'ancien président de l'OM, Magloire Diop? Oui, Sébastien, c'est une grande figure du football qui s'en est allée, une grande figure du football africain. Pape Diouf laisse vraiment dans l'histoire du football cette image d'un grand passionné et de quelqu'un aussi de charismatique. Vraiment, il n'est pas donné à tout le monde de réussir en Europe quand on est africain et surtout de réussir dans le milieu du football en Europe. Il a été président de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas donné à tout le monde. Il a été agent de joueurs et à tous ces niveaux-là, c'est quelqu'un qui a fait preuve de personnalité. Il s'est essayé même à la politique aussi. À Marseille, il n'a pas du tout été ridicule. Et donc, je pense que c'est une vie pleine, mais je pense qu'il aurait pu encore donner beaucoup. Mon seul regret, c'est que je trouve que l'Afrique ne l'a pas suffisamment exploité, le football africain. Il n'a joué aucun rôle au niveau de la Confédération africaine de football et son pays d'origine, le Sénégal, n'a vraiment pas exploité tout le talent de Pape Diouf. Je pense qu'il aurait vraiment pu servir, par exemple, au niveau de la fédération, il aurait pu jouer un plus grand rôle. Donc, vraiment, je retiens de lui l'image de cette personne-là qui a été très importante dans l'histoire du football. Et pour nous, journalistes de sport, c'est aussi un modèle. Cela nous montre qu'au-delà de notre métier, dans le domaine du football, nous pouvons aussi aller très loin. Je vais lui demander votre réaction. Écoutez, je suis vraiment triste parce que c'est un lion qui vient de s'éteindre. Pape Diouf, avec tout le parcours qu'on connaît, j'avais beaucoup de respect pour ce monsieur. C'était un respect mutuel. Et je me souviens qu'il me donnait beaucoup de conseils à chaque fois qu'on se rencontrait. Il me disait à chaque fois de rester sur ma ligne, de toujours être droit dans ce que je fais et surtout de ne pas dévier, de rester là, qu'un jour ça va payer. Je me souviens très bien que c'est en 2005 que j'ai fait sa connaissance. C'était à Yaoundé, avant un Cameroun-Côte d'Ivoire, un match aller éliminatoire du mondial 2006. Et ce jour-là, il m'a beaucoup marqué parce que j'étais en compagnie de feu Monsieur le maire, qui était très proche de Pape Diouf. C'est lui-même qui m'avait présenté Pape Diouf. Et ce jour-là, Pape m'a donné un scoop. Franchement, ça m'a marqué. Il venait de boucler le transfert de Didier Drogba à Chelsea. Et après, on s'est retrouvé à l'hôtel des éléphants, autour d'un café, parce qu'il aimait beaucoup le café. Moi aussi, un passionné de café. Donc, autour d'un café, il m'a dit, je peux te donner l'information, Didier va jouer à Chelsea. Ça, effectivement, c'était un scoop que je venais d'avoir de la part de Pape Diouf. Et après, on s'est rencontrés pendant les grandes compétitions, Cannes, Coupe du Monde. Même récemment, quand il était à Abidjan, on a participé à une émission de radio, avec Didier Tokoré. Je pense que ce monsieur, franchement, c'est une grosse perte pour le football africain. Parce que quand tu regardes un peu d'où il est venu, il a travaillé un peu à la Poste, ensuite il était pigiste dans un journal à Marseille, après il est devenu agent des joueurs. On a vu à l'époque, ce Pape Diouf là résister à
à Bernard Tapie, ce n'est pas évident. Pour un Africain, pour un Noir, franchement, c'est une grosse perte pour le football africain. Moi, je suis triste. Alors, Dago Charles est avec nous. Dago Charles, vous êtes un ancien joueur, vous étiez sur le terrain, vous l'avez connu, l'homme. Que représentait Pape Diouf pour vous? Écoutez, Pape Diouf représentait pour tous les footballeurs de notre génération pratiquement un père, permettez-moi cette expression, ceux de la génération 2000 pratiquement, mais surtout un exemple. Il a suscité en nous, sinon en moi en particulier, une grande vocation, celle de pouvoir devenir manager, pas parce qu'on a été footballeur qu'on va forcément devenir entraîneur. Non, on peut avoir été très bon footballeur puis ne pas être un bon entraîneur. Et donc, il a suscité cette vocation, celle de vouloir, de pouvoir devenir manager, président de club, faire d'autres métiers, faire d'autres choses. Ce type de vocation en moi et en beaucoup de personnes. En tout cas, il a été vraiment un grand top du football mondial. C'est dommage que la ville de Marseille perde en moins de 2 semaines 2 légendes. Michel Glabo d'abord et puis ensuite Pape Diouf. C'est vraiment Marseille, l'Olympique de Marseille qui est très attristé, et avec l'Olympique de Marseille, toute l'Afrique. Mais aussi, Pape Diouf était aussi un exemple et un très mentor un très grand mentor pour toute la jeunesse ivoirienne, parce que n'oublions pas qu'ici, à travers le TIDA dont il était le parrain, Pape Diouf était régulièrement en Côte d'Ivoire et sa présence motivait tous ces jeunes gens qui participaient au TIDA au travers de ce tournoi-là. On connaît le président de la SOA, connaît Mamadou, nous l'a présenté. Et comme ça, on a su que voilà quelqu'un qui a régné au niveau de l'Europe, mais qui apporte aussi son savoir et sa culture sportive et footballistique en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est vraiment une grande perte pour non seulement le football africain, mais en particulier pour les Ivoiriens et pour la jeune génération. En tout cas, merci pour votre réaction concernant donc le volet consacré donc à ce décès de Pape Diouf. L'ancien président de l'OM est décédé à l'âge de 68 ans. Merci à vous, messieurs. Nous revenons maintenant au thème de ce 13e numéro de 3e mi-temps. Les athlètes sont-ils les grandes victimes de la crise du coronavirus? Coronavirus impose challenge et congé. C'est une analyse de Salif Ouattara. Dans un communiqué rendu public sur sa page Instagram, écrit en espagnol, la star du FC Barcelone Lionel Messi a annoncé que les joueurs et la direction du club catalan ont trouvé un accord afin de baisser les salaires des membres de l'effectif du Barça de 70%. Une décision qui a été difficilement acceptée par les joueurs. Le T du Barça s'est transformé pour l'occasion en leader du vestiaire, réussissant à convaincre ses coéquipiers du bien fondé de cette décision. Une pilule qui a du mal à être avalée. Les joueurs blaugrana craignent la durée de la pandémie et se posent une question principale. Jusqu'à quand durera cette décision? Et cette décision ne va-t-elle pas entraîner un dégraissage de l'effectif? Des questions poignantes qui se posent et qui tourmentent l'esprit de tous les joueurs évoluant en Europe. Puisqu'il ne faut pas se le cacher, l'Europe est depuis des décennies l'industrie où tourne à merveille le football avec des championnats bien structurés. La problématique sur l'avenir des joueurs a même atteint le sommet. La FIFA de Gianni Infantino réfléchit à une formule avec les clubs afin de protéger les joueurs ayant des contrats professionnels. Le président Infantino craint cette crise sanitaire qui risque de causer des dégâts sans précédent tant sur la gestion des championnats que sur l'équilibre entre compétitions régionales et calendriers internationaux. Un chamboulement est-il prévisible? Comment la FIFA doit-elle gérer la crise? Que deviendront les clubs puissants si la crise perdure? Les joueurs sont-ils sous menace de perdre leur emploi? Messieurs, la parole est à vous. Les contrats athlètes-club sont-ils en danger? Messieurs, doit-on s'attendre à une révision des contrats? Magloire Diop. Bon, il faut dire que quand on parle de contrat, le contrat il participe du sport professionnel. Le sport amateur n'est pas concerné. Et donc, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, ce que je sache, il n'y a que, quand on parle de sport professionnel, il n'y a que la Ligue 1 et la Ligue 2 de football. Ceci dit, le contrat est quelque chose de très important qui est régi par
par des conventions collectives. Le contrat est issu d'une convention collective qui elle-même est discutée dans le cadre d'un dialogue social. Et ce dialogue social-là implique les différentes parties prenantes, c'est-à-dire la fédération, la ligue professionnelle, les clubs, les syndicats des joueurs, les syndicats des entraîneurs. Donc c'est toutes ces parties prenantes-là qui discutent et qui élaborent une convention collective qui définit les différents types de contrats. Donc si les contrats doivent être révisés, ça ne peut se faire que dans le cadre de ce dialogue social-là et non en dehors. Alors, Dago Charles, vous nous suivez, vous êtes avec nous concernant donc le thème de troisième mi-temps. Les contrats athlètes-club sont-ils en danger? Doit-on s'attendre à une révision des contrats? Quelle est votre réaction sur ce point? Oui, effectivement, on peut s'attendre effectivement à une révision des contrats, dans la mesure où, si Magloire ou Choualio se souviennent bien, la circulaire 1171 de 2008, du 24 novembre 2008, en son article 11 qui parle des règlements liés au football, dit en 11.3 que le club et le joueur reconnaissent que les règlements liés au football sont susceptibles de changer de temps en temps. Ça veut dire quoi? Dans les règlements, au niveau du football, il y a les statuts et règlements, mais il y a aussi le code d'éthique. Et le code d'éthique, on sait bien que l'éthique, c'est une réflexion qui est menée sur les valeurs qui orientent et qui motivent un peu les actions. Et donc aujourd'hui, la situation qui prévaut là permet aux différentes institutions, aux présidents des différents clubs, de faire entrer ce code d'éthique-là en jeu dans les discussions avec les clubs. C'est ce qui a poussé, par exemple, des clubs comme la Juve de discuter avec des joueurs qui eux-mêmes ont renoncé à 4 mois de salaire. Le Barça a discuté avec des joueurs, comme tu viens de le souligner, pour permettre aux joueurs de revoir leur salaire. Et il y a d'autres clubs qui ont refusé ce type de discussion parce que ce ne sont pas des institutions aussi fortes comme le Barça ou Juventus de Turin. Je fais allusion au FC Sion de Doumbia, qui a radié pratiquement une dizaine de joueurs parce qu'ils n'ont pas les moyens de continuer de payer quand il n'y a pas de jeu, parce qu'il n'y a pas d'argent qui ne rentre aujourd'hui. Donc les clubs n'étant pas tous logés à la même enseigne, il faut comprendre que ce code d'éthique-là va rentrer en jeu dans les discussions. Et donc c'est fort possible que les contrats soient revus, revisités dans cette période-là due au coronavirus. Alors, Choualio Diomandé, donc une révision de contrat qui probablement peut même amener à une réduction également des effectifs. C'est une solution envisageable parce que vous savez que cette crise sanitaire a un impact sur la vie des clubs, sur la vie des ligues. Quand vous prenez la Ligue 1 française, déjà, il y a des diffuseurs, un diffuseur qui ne veut pas payer la dernière traite qui devait verser le 5 avril, c'est-à-dire dans quelques jours, près de 110 millions d'euros à des clubs. Mais maintenant, quand tu prends une équipe comme le PSG qui devait percevoir 13 millions d'euros, Marseille 14 millions d'euros, l'Olympique de Lyon 12 millions d'euros, Bordeaux 7 millions d'euros, etc., etc. On sait très bien que les droits télé font partie du budget des clubs, mais comment ces clubs-là vont faire? Donc là, c'est une grosse question. Donc forcément, maintenant, ça va dépendre des clubs. Parce que quand vous prenez un club comme le PSG, vous comprenez avec moi que Mbappé n'a pas le même statut que Choupo-Moting. Donc s'il y a des décisions à prendre, ils vont tenir compte de certaines choses, des talents, de la valeur du joueur, etc. etc. Maintenant, je prends toujours l'exemple du PSG. Aujourd'hui, ces activités, à l'instar des autres clubs, le Covid a franchement baissé les activités de ce club-là. Il y a une grosse perte de près de 215 millions d'euros jusqu'au mois de juin. Mais ils vont faire comment? C'est vrai qu'il y a le Qatari, il y a le Qatar derrière le Paris Saint-Germain, mais
ils ont aussi des problèmes parce qu'ils n'ont plus de... Il y a une crise de billetterie, il y a, au niveau des buvettes VIP, il n'y a plus d'entrée. Au niveau de la visite même du Parc des Princes, il n'y a plus d'entrée. Au niveau des séminaires, des événements qui sont organisés dans la galaxie PSG, il n'y a plus d'entrée. Donc ça, c'est l'exemple du PSG. Mais maintenant, et les petits clubs, et Nice, et Dijon, et Lorient, et même partout, en Europe, je pense que, franchement, il faut le dire, la crise est grave. Est-ce que Magoula Diop, il faut redouter des suspensions pures et simples de contrat? Non. Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. On ne peut pas, un employeur, en tout cas dans le domaine du football professionnel, même dans le sport professionnel, ne pas s'élever comme ça pour suspendre un contrat. Ce n'est pas légal. C'est pas légal. La réduction des effectifs à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, cette réduction des effectifs-là est possible. Elle est possible, mais elle doit se faire dans un cadre légal. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, dans un cadre légal, ça peut se faire dans le cadre d'un chômage technique, ça peut se faire dans le cadre, comme on appelle, d'un accord à l'amiable avec, comme on appelle, avec les joueurs, soit une séparation à l'amiable, et puis ça peut se faire aussi dans le cadre d'un licenciement économique. Donc, on ne réduit pas les effectifs comme ça parce qu'il y a le coronavirus, non. Il y a un cadre légal qui est bien défini et qu'il faut respecter. Donc, suspendre les salaires, c'est illégal. C'est illégal, ça ne se fait pas. Le contrat, suspendre les contrats, suspendre les contrats, ça ne se fait pas. Alors, Dago Charles, est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir d'abord deux choses, hein, réduction de l'effectif et puis peut-être une remise en cause des contrats? N'est-ce pas possible? Oui, mais c'est ce que j'ai développé tout à l'heure. La remise en cause des contrats, c'est ce qui est normal, c'est ce qui serait normal. La preuve, le secrétaire général de la FIFPro, la Fédération internationale de footballeurs professionnels, il prie les clubs de ne pas le faire, même s'ils peuvent le faire, mais il les invite plutôt à orienter ces salaires-là dans d'autres 3-4 autres mois à venir, vous comprenez? Parce qu'il sait pertinemment que les clubs aujourd'hui, parce que les contrats, en les signant, on ne tient pas compte d'une telle situation. Donc ce n'est pas prévu quelque part. C'est pour ça que la FIFA parle du code de l'éthique. Et donc si un club aujourd'hui ne peut pas payer, c'est un fait avéré. Parce que les clubs professionnels ont des comptabilités claires. Voilà, donc si un club ne peut pas venir payer, parce que les montants que Charles demandait à citer tout à l'heure, pour certains clubs déjà, ce manque à gagner là, fait en sorte que les clubs ne puissent même pas payer, même le personnel. On se souvient même de Montpellier, dont les joueurs ont dû cotiser, mettre la main dans la poche pour pouvoir ne serait-ce que venir en aide aux employés de l'équipe de Montpellier. Vous comprenez? Donc c'est une situation nouvelle à partir de laquelle un club qui ne peut pas payer peut remettre en cause les différents contrats des joueurs. Alors, c'est un fait. Maintenant, pour l'effectif, allez-y. Je ne suis pas inquiet au niveau des effectifs parce que en général, les clubs professionnels ont 10 joueurs professionnels. Et puis, des stagiaires professionnels, des stagiaires pros. Donc, pour moi, ce n'est pas comme chez nous en Côte d'Ivoire, où on a un effectif de 30 joueurs, et alors qu'on sait qu'un championnat se joue avec 14 ou 16 joueurs au maximum. Non, les grands championnats ont un effectif beaucoup serré de 18 à 22 joueurs. Donc, la réduction de l'effectif ne pose pas... n'est pas un problème en soi par rapport à ce coronavirus-là. Alors, je vais lui demander une question qui me revient tout de suite. Est-ce que ce n'est pas une occasion à saisir concernant les joueurs africains, et surtout ici en Côte d'Ivoire, question de contrat? Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à une situation où celui qui n'a pas de contrat va être le plus gros perdant. Les joueurs ici. Hein? Les joueurs ici. Vous savez, ici rien n'est structuré. On parle de championnat professionnel, mais quand tu regardes dans la réalité, ce n'est pas le cas. Même la semaine dernière, je voyais sur les réseaux sociaux les clubs qui annonçaient la vacance de leurs joueurs. Et je lisais comme ça que tel club a libéré ses joueurs, a payé 1 mois de salaire. Mais c'est vraiment ridicule parce que
pour libérer ces joueurs et payer un mois de salaire, on n'a pas besoin de faire de la publicité, ce qui est normal. Si on est professionnel, c'est normal, ce sont des professionnels. Donc, vous devez payer leur salaire. Donc, payer ces salaires-là, ce n'est pas vraiment un événement. Donc, vous voyez déjà dans quel état d'esprit nous sommes. Donc, je pense qu'ici, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas comme en Europe. Parce qu'en Europe, lorsque des joueurs, des clubs ont décidé de mettre des chômage partiel, même si c'est des brasses du joueur, mais il y a l'État qui vient soutenir à l'appui. Ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas ici. Si un club Y décide de mettre au chômage certains joueurs, vous êtes sûr que l'État va venir, l'État va compenser cela. Non, ce n'est pas la même législation, ce n'est pas les mêmes structures, ce n'est pas la même juridiction. Donc je pense ici, nos joueurs sont plus exposés et puis c'est aussi du pain béni pour certains présidents du club qui ne jouent pas franc jeu. Il y a certains qui sont corrects, hein. Parmi nos présidents de club ici, il y a certains qui sont corrects, qui payent les joueurs correctement, mais il y a certains qui font beaucoup de bruit. Lorsqu'ils ont payé un mois, ils font écrire sur les réseaux sociaux qu'ils ont payé. Mais le jour où ils ne vont pas payer, il faut qu'ils écrivent aussi qu'ils n'ont pas payé ces salaires-là. Voilà. Oui, Sébastien. Sur la question des contrats, il faut être... Il y a plusieurs types de contrats. Oui. Il y a plusieurs types. Donc, dans un effectif, ce n'est pas tout le monde qui a un contrat professionnel. On peut avoir un contrat aspirant, on peut avoir un contrat stagiaire, on peut avoir un contrat élite. Donc, dans un effectif, il y a plusieurs types de contrats. Et ce à quoi Dago faisait allusion, c'est le minimum. En France, c'est 13 contrats professionnels des joueurs professionnels en Ligue 1 et 10 contrats des joueurs professionnels en Ligue 2. C'est le minimum qui est fixé. Donc, ce qui veut dire que si vous réduisez votre effectif, il y a un minimum en deçà duquel vous ne pouvez pas descendre, pour ce qui est des contrats professionnels. Pour ce qui est de nos joueurs ici en Côte d'Ivoire, moi, je le dis toujours, je l'ai déjà dit au cours d'une de vos émissions à laquelle j'ai participé, les contrats qui sont signés dans le cadre du football n'échappent pas à la législation en vigueur. Donc, c'est frappé par le Code du travail. Le problème, c'est que les joueurs ne signent pas de contrats. Les joueurs doivent chercher à signer des contrats. Quand tu es en Ligue 1, tu es en Ligue 2, si tu es un professionnel, tu as droit à signer un contrat professionnel. Et l'employeur est tenu de respecter le contrat. Maintenant, si l'employeur doit faire appel à certaines contraintes qui l'empêchent d'honorer certains engagements, en ce moment, il doit le faire conformément au texte en vigueur et non pas selon son bon vouloir. Le chômage partiel auquel Choualou fait allusion en France, le chômage partiel ne veut pas dire asseyez-vous à la maison, ne vous paye pas. Le chômage partiel, l'employeur doit payer 70% des salaires. Et puis après, comme on appelle, l'État paye jusqu'à près de 5 000 euros par salarié. Pour les footballeurs professionnels, ce n'est rien du tout. Mais c'est sur les autres employés du club que comme on appelle, le club gagnerait. Mais pour les footballeurs, c'est rien du tout. Donc je pense que si les employeurs dans le domaine du football professionnel doivent revoir certaines dispositions des contrats, ça doit se faire dans un cadre légal et non selon leur bon vouloir. C'est valable aussi en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, parce qu'il ne faudrait pas qu'on assiste à des abus. On a vu le cas du FC Sion, où le président du club, Christian Constantin, a pris la décision de libérer une dizaine de joueurs. On a 2 Ivoiriens qui étaient concernés par cette affaire, Doumbia Sédou et Kwasi Laglen. Mais je pense que là, ça fait réagir le syndicat des footballeurs. Ils vont réagir. C'est une affaire qui va sans doute se retrouver devant les tribunaux. Parce que ça, c'est véritablement un abus. Parce que dans ce genre de situation, il faut discuter avec les joueurs, il faut discuter avec l'ensemble, avec les syndicats des footballeurs. Vous avez vu un peu tout à l'heure, on a vu l'élément sur le FC Barcelone. Ça a été une discussion. C'était une discussion menée par le joueur emblématique de l'équipe, Messi. Mais un président de club ne peut pas se lever comme ça, parce que ces joueurs-là, ce n'est pas eux qui ont créé le Covid-19. Ce n'est pas eux qui l'ont créé. Donc, avant de prendre une décision, il faut au préalable discuter avec les joueurs, se mettre d'accord sur un protocole afin de chercher les solutions. Alors Dago Charles, vous êtes toujours avec nous. Dago Charles, d'où l'importance, on parle de l'importance des contrats ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation assez délicate dans le monde entier.
Si les joueurs ivoiriens n'ont pas de contrat, comment ça va se passer pour toutes ces personnes-là? Mais ça fait simplement pitié. Je m'excuse du terme, mais malheureusement, je pense que Cholet Demandé a déjà planté le décor par rapport à la situation dans laquelle se trouvent les footballeurs ivoiriens dans leur ensemble. Voilà, peut-être qu'il y a peut-être un ou deux clubs ici qui arrivent à payer au-delà peut-être de 200 000, 300 000 francs CFA en respectant un peu plus les contrats. Mais est-ce qu'on respecte vraiment le contrat en tant que tel? Est-ce que les contrats même sont vraiment déposés là où il faut les déposer? Parce qu'en dehors de la fédération, tel que c'est fait ici, le contrat doit être au niveau du club, avec le joueur et une copie à la fédération et moyen football. Et ici, on nous dit qu'il ne faut pas avoir affaire aux tribunaux ordinaires. Il y a un certain nombre de choses qui font que c'est un peu compliqué. Même quand tu as un contrat, c'est beaucoup compliqué. C'est peut-être la fille qui essaie de faire comme il peut pour pouvoir soutenir certains joueurs qui sont membres de leur association. C'est pour cela que moi, j'en appelle vivement à une convention collective au niveau du football pour que cette convention collective-là prenne des dispositions, comme c'est le cas chez vous les journalistes. Vous comprenez? Pour que ces joueurs-là aient vraiment des véritables contrats, ces contrats soient déposés aussi, pourquoi pas là où il est faut au niveau de l'administration ivoirienne, pour que les joueurs soient protégés. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Donc ici, il suffirait qu'un club n'ait pas un sou pour qu'il puisse dire à tous les joueurs, ah, on n'a pas l'argent pour vous payer, de vous rentrer à la maison. Et tout. Nous, on a vécu ici avec ces prises de M. Zinsou. À l'époque, ici, on a joué. On ne s'est pas calculé pour la super division. Au niveau de l'Africa Sport, Zinsou nous avait pris la moitié de nos salaires pour dire, bon, vous n'êtes pas qualifié, vous avez moitié des salaires. Peut-être que, voilà, c'est la super division, quand on y va, on pense à gagner, on pense aller en Coupe d'Afrique, qu'on a beaucoup de moyens. Et donc, comme vous n'irez pas en Coupe d'Afrique, je n'aurai donc pas beaucoup de moyens, alors je ne peux pas vous payer. Donc, c'est la situation que nous avons déjà vécue, nous, à notre temps, et qui peut-être qui ne sont pas nouvelles ici à Abidjan. C'est vraiment dommage. J'espère que, que les Ivoiriens, enfin les dirigeants de certains dirigeants de certains clubs vont faire vraiment des efforts pour pouvoir soutenir ces garçons-là parce qu'ils ont tout abandonné. Il ne faut que du football comme métier. Et si aujourd'hui on ne leur donne absolument rien, on va les trouver dans la rue et ça sera vraiment grave. Réaction sur le demander? Oui, mais ce qui est incompréhensible et dommageable, c'est-à-dire que selon les tests, pour qualifier un joueur, pour qu'un joueur soit qualifié, il faut qu'il ait un contrat. Mais curieusement, il y a des joueurs qui sont qualifiés, donc qui n'ont pas de contrat, mais ceux qui sont qualifiés. Ça, c'est problématique. Vous voyez dans le bazar dans lequel on se trouve au niveau du football ivoirien. C'est pourquoi, vivement, il faut mettre en place ce cahier de charges pour sauver ces footballeurs-là. Tout à l'heure, il le disait qu'ils ont tout abandonné. Mais aujourd'hui, ces footballeurs qui évoluent en Ligue 1, Ligue 2, mais ce ne sont pas des policiers, ce ne sont pas des douaniers, ce ne sont pas des journalistes. Ils ont choisi le football comme métier. Le football, c'est un métier. Mais il faut que ces présidents du club-là, quand je parle des présidents du club, ce n'est pas tous les présidents du club, mais il y a certains présidents du club. Franchement, il faut qu'ils arrêtent de jouer avec la vie de ces gamins-là. Parce qu'un footballeur, il joue au football, il a une famille, nous sommes en Afrique, il s'occupe de toute une famille. Donc on met en danger, pas seulement le footballeur, mais toute sa famille. Donc je pense que certains présidents du club arrêtent de jouer avec la vie de ce footballeur-là. Non, j'arrive, laisse-moi terminer. Quand tu signes, avant de qualifier un joueur, vous allez à la ligue professionnelle, posez la question aux présidents du club, ils vous le diront. Pour qualifier un joueur, il faut qu'il ait un contrat. Mais malheureusement, il y a des joueurs qui sont qualifiés qui n'ont pas de contrat. On a suivi un peu récemment, il y a 2 ou 3 semaines de cela, un joueur de l'Africa Sport qui s'est retrouvé, qui a été convoqué dans une gendarmerie de la place. On a lu ses propos, on a lu son interview, mais c'est incroyable tout ça. Je prends le cas de ce joueur-là, mais il n'est pas le seul, il y a plusieurs cas comme ça. Même il y a un de vos invités qui était venu la dernière fois ici, qui a raconté beaucoup de contre-vérités. Mais à la vérité, quand on a mené nos enquêtes, c'est ce qu'il a dit, c'est le jour et la nuit. Donc vous voyez, c'est vraiment pitoyable pour le football ivoirien. Il faut qu'il y ait vraiment ce changement-là, mettre en place ce cahier de charges pour sauver le football. Réaction à Magoula Diop? Oui, bon, pour ce qui est de notre football, je pense qu'on a déjà fait le débat. La solution, c'est l'adoption d'une charte du football. Donc, il va consister à mettre en place une convention. Donc, la convention va régler tout cela. Mais déjà,
le cahier des charges, il est mis en comment on appelle, à exécution cette année. Il n'est pas mis à exécution. Si tu veux faire seul l'émission, non. Le cahier des charges n'est pas mis à exécution. Il faut interroger les clubs. Le cahier des charges n'est pas mis à exécution. Quand tu auras fini, tu me laisses parler. Ce que tu dis, le cahier des charges, la décision a été prise, on va appliquer. Mais ce n'est pas appliqué. Ce n'est pas appliqué, Magloire. Il ne faut pas raconter la vérité sur ce plateau, Magloire. Arrêtez. Alors, laisse Magloire réagir. Maintenant qu'il a fini son show, je peux. Oui. Non, ce n'est pas un show. Donc, je dis que le cahier des charges est en vigueur. Seulement, en fin de saison, la Ligue professionnelle va procéder à, comme on appelle, à un contrôle, à une évaluation. Et à partir de cette évaluation-là, il y aura, comme on appelle, des sanctions, si possible, ou bien des interpellations sur certains impairs. Donc, le cahier des charges, je pense qu'il est en vigueur. Le problème, très souvent, Zoromak a eu à me dire ici, à me reprocher ici que moi, je m'en prenais trop aux joueurs. Mais comment tu peux aller exercer ce que tu appelles ton métier, comme Charles l'a dit tout à l'heure, sans exiger un contrat? C'est ce que je ne comprends pas. Comment peux-tu aller jouer sans signer de contrat avec ton employeur? Donc, c'est aux joueurs eux-mêmes d'exiger la signature d'un contrat avec leur employeur. Dès l'instant où ce contrat-là est signé, et ça, je le dis, dès l'instant où ce contrat est signé, puisque c'est son métier, il n'est pas du tout exonéré de la législation en vigueur. Comme nous tous, nous sommes employés et nous avons les mêmes droits. Les footballeurs aussi, dès l'instant où ils signent avec leur employeur, ils ont les mêmes droits. Ils peuvent aller voir l'inspection du travail. Comme on appelle, les employeurs au niveau du football sont soumis aussi au code du travail. Donc, il appartient aux footballeurs de connaître leurs droits, comme justement ceux du FC Sion, les 9 joueurs du FC Sion, parce qu'ils ont des droits aussi qu'on ne doit pas fouler aux pieds. Donc ici, il faut que nos footballeurs sachent qu'ils ont des droits et qu'ils fassent prévaloir ces droits-là vis-à-vis de leurs employeurs que sont les présidents du club. Alors, on va essayer. Est-ce que vous avez des réactions Dagochal, vous avez une réaction concernant... Oui, allez-y. Allez-y. Je suis éclairé d'entendre Magloire vouloir mettre... Pas exclusivement la faute sur les joueurs, je comprends un peu son appréciation des choses, mais il sait en même temps l'environnement dans lequel nous baignons ici. Les jeunes gens qui jouent au foot, généralement nous jouons ici au foot par passion, dans un premier temps. Et puis nous avons des approches ici beaucoup plus affectives avec les dirigeants, dans un second temps. Eh bien, à mon avis, il appartient aux membres, aux responsables de la Ligue professionnelle. Et là, je suis d'accord avec Charles Demandé. Il appartient aux responsables de la Ligue professionnelle. Parce que le footballeur en Afrique, ici, quand on joue là, c'est pour se faire plaisir. Quand on joue au foot, c'est pour se faire plaisir. Après, nos responsables qui disent que nous sommes dans un championnat professionnel, qui ont mis un certain nombre de choses en place, doivent faire en sorte que leur mandat puisse se respecter ça eux-mêmes aussi. Parce que ce sont aussi quand même leurs enfants. C'est parce que les enfants n'ont pas signé de contrat. Il faut utiliser cela pour à la limite, je dirais, se foutre d'eux, à la limite, et puis ne pas les considérer. Mais si les responsables de la Fédération ivoirienne de football, le président Sori Diabaté, le premier responsable de la Ligue professionnelle, tape du poing sur la table pour dire que nous avons tous ensemble, l'Assemblée générale dit que les joueurs doivent avoir un contrat. Un club qui n'a pas de contrat ici, ne joue pas la Ligue, ne joue pas le championnat. Je pense qu'on n'a pas besoin, que les joueurs n'ont pas besoin, parce qu'ils seront quelque part protégés, non seulement par ces mêmes dirigeants-là. Ça aussi, il faut connaître l'environnement dans lequel les gens on baigne ici, avant tout de suite là de taper du poing sur la table au niveau des joueurs. Mais l'autre côté, pour dire que les joueurs peuvent aller au niveau de l'explosion du travail, je suis désolé, Magloire Diop, aucun footballeur de Côte d'Ivoire, même moi, qui suis qui a été un tout petit peu universitaire, je ne peux même pas prendre ce contrat-là pour aller même au tribunal du travail. En quoi est-ce que je contribue même à l'assiette de l'État de Côte d'Ivoire? Rien. Rien. Parce que tous nos contrats là sont même pas liés au gouvernement ivoirien. Rien. Même la fédération elle-même là, elle jouit d'une délégation du pouvoir de l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir faire ces choses. Donc, déjà, nous les joueurs, nous-mêmes, nous ne sommes pas protégés par les tests, par la loi. Parce que ce sont les lois qui protègent les individus. Donc c'est à ce niveau-là, à mon avis, que l'État devrait jouer sa partition. Maintenant, les dirigeants eux-mêmes doivent pouvoir s'asseoir pour dire, comme nous avons exigé des contrats, alors nous-mêmes respectons ce que nous avons dit, pour pouvoir mettre les jeunes gens dans des meilleures conditions. Parce que quand les jeunes gens sont dans les meilleures conditions,
ces jeunes gens-là leur donnent de bons résultats. Merci. Donc si les joueurs n'ont pas ce contrat-là, je pense que les dirigeants peuvent réfléchir autrement. Dagochal, oui. Alors, on va écouter Gianni Infantino. Que font la FIFA et partenaires pour venir en aide aux athlètes? On va écouter quelques propositions faites par Gianni Infantino. Nous ne savons pas quand il y aura un retour à la normale. Nous pouvons peut-être en profiter pour réformer le football en faisant un pas en arrière, avec des formats différents. Des tournois plus réduits, peut-être moins d'équipes, mais plus d'équilibre. Moins de matchs pour protéger la santé des joueurs. Nous avons besoin d'une évaluation de l'impact économique global. Estimons les dommages, regardons comment nous pouvons les couvrir, faisons des sacrifices et redémarrons. Pensons aux modifications et dérogations temporaires au règlement sur le statut des joueurs et les transferts pour protéger les contrats. La santé d'abord, puis tout le reste. Sans paniquer, faisons face. Nous réjouirons quand nous le pourrons, sans que cela ne mette en danger la santé de qui que ce soit. Alors donc, Infantino favorable à des modifications et dérogations temporaires au règlement sur le statut des joueurs et les transferts pour protéger les contrats. Est-ce judicieux pour vous? Oui, c'est judicieux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça va dans le sens du dialogue social et puis d'un accord entre les différentes familles du football. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre voie. Sinon, dans ce cas-là, chaque partie va défendre ses intérêts et on ira vers vraiment un blocage. Donc, il faut un dialogue social, que toutes les parties, toutes les familles du football puissent s'asseoir face à la crise du coronavirus pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Et la FIFA entend piloter cela, c'est bon. En France, la Ligue professionnelle aussi a appelé à ce dialogue social-là. Donc, personne ne peut prendre des décisions de façon unilatérale comme les dirigeants du FC Sion l'ont fait. Ce n'est pas normal. Ça doit se faire dans le cadre d'un dialogue social, d'un accord. Voilà. Et c'est ce que la FIFA, le président Infantino recommande. Alors, je vais le demander, est-ce que vous pensez que ces différentes propositions de Gianni Infantino seront acceptées écoutez, aussi facilement, quoi? Non, écoutez, non, ça va dépendre. Ça va dépendre. Il faut qu'il arrive à convaincre les autres. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, c'est la réflexion. Aujourd'hui, tout le monde est en pleine réflexion. Comment trouver les solutions pour faire face à cette pandémie. Même aujourd'hui, ce midi, il y a eu un groupe de travail mis en place par l'UEFA. Ils ont organisé une réunion en vidéoconférence pour trouver les solutions avec les 55 secrétaires généraux des ligues professionnelles, essayer de voir des clubs d'abord, et puis les représentants des différentes ligues pour trouver une solution. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai écouté la semaine dernière Infantino qui réfléchit comment trouver les moyens financiers pour aider les ligues et les associations, parce que aujourd'hui, la FIFA a une grosse réserve. Ils ont près d'1,5 milliard de dollars comme réserve. Donc, Infantino veut se servir de cette manne financière pour aider les clubs, pour aider les ligues. Messieurs, on va s'intéresser maintenant à la Confédération africaine de football. Que fait la CAF dans tout ça, Magoula Diop? Il est prévu, en ce début du mois d'avril, une réunion du comité d'urgence de la Confédération africaine de football. Et peut-être qu'à cette occasion-là, la question des contrats sera abordée. Si elle n'est pas abordée, c'est que la CAF va s'aligner sur la décision de la FIFA. Je vais le demander. Écoutez, je pense qu'il faut le dire tout net. C'est vraiment dommageable qu'on attend que l'UEFA se réunisse, ils organisent des réunions en vidéoconférence. On attend que la FIFA, Infantino, se préoccupe de la situation. Mais franchement, moi, depuis l'entame de cette crise, je pense qu'à part le communiqué qu'ils ont sorti pour suspendre les 13e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021, mais la CAF est silencieuse, elle a perdu la voix, elle est muette sur cette affaire. Maintenant,
si elle doit se réveiller pour essayer de voir ce qu'elle doit faire, ok, mais il faut qu'elle évite toujours de s'aligner derrière la FIFA. C'est vrai, la FIFA, c'est au-dessus, mais le football africain a ses réalités. C'est à eux maintenant de mettre véritablement en place. C'est vrai, le comité d'urgence, oui, mais il faut associer toutes les associations nationales, associer toutes les familles du football africain pour réunir qu'est-ce qu'il faut faire, trouver les moyens, les solutions, revoir les calendriers. Voici pour moi la vraie démarche. Mais depuis longtemps, depuis que ça a commencé, je pense que la CAF est à fond. Alors, Dago Charles, vous êtes toujours avec nous? Je suis là. Alors, Dago Charles, est-ce que vous pensez que la CAF est muette? Elle est trop silencieuse depuis le début donc, de cette crise? Oui, je pense que j'abonde dans le même sens que je le demandais. La CAF nous a habitués à des alternalements, franchement, auxquels nous ne saurons trouver une explication, vraiment, voilà, qui va dans le bon sens. Depuis la prise de fonction de ce comité exécutif-là, il n'y a rien de bon qui nous sort de cette CAF-là. Et donc, depuis cette crise encore, on ne l'a plus entendu en dehors de ce communiqué laconique-là. Et donc, moi, je prie le bon Dieu que la FIFA, qui au moins mène des réflexions, de grandes réflexions, en compétition avec l'UEFA et les autres confédérations, nous ponde quelque chose de positif et qui va certainement, réjaillir sur le continent africain. Et donc, nous allons bénéficier de leurs réflexions. Voilà, une fois encore. Parce que nous ne menons pas de réflexion ici au niveau de la CAF. Nous n'anticipons pas. Ils vont nous dire qu'ils étaient encore dans les réformes, qu'ils ont commencé un certain nombre de réformes. Mais non, là, nous sommes dans l'urgence à cause du coronavirus et on n'entend rien. On ne sait pas quelles sont les dispositions qui sont prises. Rien du tout du côté de la CAF. C'est vraiment un silence radio et c'est là mes cœurs. Mais comme nous on est habitués à cela, moi, je ne fais que, au risque de me répéter, je ne fais que prier pour que voilà, Infantino et l'UEFA, la CONCACAF et autres, là, prennent quelque chose de positif pour que nous, l'Afrique, nous puissions en bénéficier. Sinon, si nous devons compter sur ce comité exécutif-là, rien ne sortira de ce comité exécutif-là. Alors, messieurs, finalement, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on doit réduire pour sauver ce qui est à sauver, pour permettre aux joueurs de respecter les contrats? En tout cas, est-ce qu'on doit réduire la fin du championnat, des différents championnats? Oui, s'il faut écouter les championnats, oui. Je pense que l'objectif, c'est la saison, l'objectif, c'est définir au plus tard le 30 juin. Définir la saison au plus tard le 30 juin. Mais tout cela dépend encore. Oui, aujourd'hui, c'est le débat à faire rage en Europe parce qu'ils se rendent compte que ce délai-là ne peut pas être tenu aujourd'hui. Aujourd'hui, en Europe, au meilleur des cas, on vise finir les saisons à fin juillet ou à fin août. Raison pour laquelle la question aujourd'hui se pose, puisque la fin des contrats, tout ce dont nous avons parlé, c'est parce que les contrats, la plupart des contrats, ça s'achève le 30 juin. Et donc, est-ce qu'il faut aller au-delà? Comment il faut aller au-delà? C'est pourquoi la question se pose. Mais en Afrique, peut-être que si la CAF ne fait pas trop de bruit pour le moment, c'est parce que les calendriers africains ne sont pas pour le moment mis à rude épreuve. En Côte d'Ivoire, le calendrier pour le moment, il n'est pas vraiment bouleversé. Et au niveau de la CAF aussi, le calendrier n'est pas trop bouleversé puisque la CAF devait terminer ses compétitions. Les demi-finales, par exemple, des Coupes africaines devaient se tenir en mai. Donc, pour le moment, la CAF est, je pense, en pleine observation. Et au niveau des différents championnats nationaux aussi, les différentes fédérations sont en pleine observation pour voir comment la crise va évoluer et voir s'il faut trouver des formules pour la fin des championnats. Mais en Côte d'Ivoire, je pense que la fédération va tout faire pour terminer la saison au plus tard à fin juin. Et le problème, ça sera la Coupe nationale. Mais la Coupe nationale, elle peut être annulée. Par le passé, il y a eu des éditions qui ont été annulées. Donc, la Coupe nationale peut être annulée. Le plus important, c'est le championnat parce que là-bas, il y a des accords, il y a des engagements financiers qu'il faut tenir. Charles Dioumandi. Ok, Magloire, je ne suis pas trop d'accord avec Magloire en ce qui concerne la CAF.
parce que déjà le communiqué qu'ils ont fait, ils ont suspendu les 3e, 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Ça veut dire qu'il y a péril à la demeure. Ils ont reporté le CHAN, une grande compétition. Ça veut dire qu'il y a péril à la demeure. Donc le mutisme est inquiétant. Il faut qu'ils se réveillent pour mettre en place un groupe de travail, un groupe de réflexion pour trouver les solutions. Et maintenant, au-delà de cela, aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais de la réunion, la vidéoconférence des 55 secrétaires généraux des associations européennes, et puis au niveau de l'UEFA, et puis le groupe de travail mis en place par l'UEFA. Ils sont en train de réfléchir, trouver à quel moment il faut reprendre les championnats. Parce qu'aujourd'hui, la priorité, ce sont les compétitions nationales et les coupes européennes, c'est-à-dire les différents championnats européens et la Ligue des champions et l'Europa League, ce qu'il faut sauver. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est la réflexion. Aujourd'hui, ils ont réfléchi sur le dossier. Ils vont essayer de voir à quel moment il faut reprendre. Maintenant, tout va dépendre de la situation. Actuellement, ils sont confinés. Est-ce que le confinement va prendre, quand ça va prendre fin, etc., c'est les grandes questions. Mais tout le monde a envie de reprendre, mais il y a encore des doutes. Ils sont en pleine réflexion. Et c'est ce qui est important. Eux, au moins, ils réfléchissent, ils se penchent sur les questions, ils mettent en place des groupes de travail. Donc, c'est ce que nous reprochons à la Confédération africaine de football. Voilà la précision que je voulais faire. Sébastien, je voudrais faire une petite précision. Pour le moment, le football, c'est un peu compliqué. Mais sinon, tous les autres sports, en Europe, les divisions amateurs, ils ont mis fin aux saisons des divisions amateurs. Que ce soit les handball, que ce soit le rugby, que ce soit le volley, les divisions amateurs, la saison a été écoutée. Oui, c'est terminé. Donc, mais pour le moment, le football, ils hésitent un peu encore sur ce qu'il y a lieu de faire. Donc, je pense que pour le football, c'est un peu... Parce que là-bas, il y a beaucoup d'enjeux, et surtout les enjeux financiers. Pour nous, en Afrique, je dis pour le moment, on n'a pas encore les urgences des fédérations européennes. On n'a pas encore ces urgences-là. Peut-être que nous pouvons anticiper. Mais en même temps aussi, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut savoir observer tout se fait de concert. Comment on appelle, les différentes ligues européennes, certaines avaient prévu reprendre le championnat le 2 avril, d'autres le 9 avril, certaines disent jusqu'au 30 avril, mais c'était par rapport à une situation. Et compte tenu de l'évolution de la situation, elles se rendent aujourd'hui compte qu'elles ne peuvent pas finir le 30 juin. Donc nous, Africains aussi, il faut que nous tenions compte de nos réalités et non pas marcher par rapport aux Européens. On va permettre à Dago Charles de nous donner sa conclusion concernant donc le thème de ce numéro de 3e mi-temps. Dago Charles, vous êtes toujours avec nous. Les athlètes sont-ils les grandes victimes de la crise du coronavirus? Je vous laisse le temps, en tout cas, de nous donner votre conclusion. D'accord, merci Sébastien. Effectivement, les athlètes sont les grandes victimes, oui. Mais je dirais en même temps, avec les athlètes, c'est pratiquement tout le monde entier qui est aujourd'hui victime de ce coronavirus-là, parce que c'est vrai que les athlètes sont touchés, les histoires des salaires, les histoires des contrats et autres là, sont posées. Mais en même temps, les équipes qui doivent respecter ces engagements-là aussi sont dans des difficultés, sont dans le dur. Donc c'est toute une chaîne et tout le monde est pratiquement embrigandé dans cette histoire du coronavirus. Maintenant, vivement que on trouve rapidement des solutions à cette crise sanitaire-là pour qu'on puisse revenir à nos différentes compétitions. Mais pour moi, les grands perdants, ce sont encore un peu plus les supporters, les amateurs du football, les fans. Parce que le footballeur, c'est vrai, quand j'écoute beaucoup de footballeurs qui sont confinés chez eux, ils arrivent encore maintenant à se reposer. Des garçons comme Sadio Mané ou autres qui ont fait près de 70 matchs la saison dernière, là on le tente vraiment de récupérer un peu à la maison. Mais les supporters qui sont à la maison, qui adoraient leur football, qui ne pensent que tout le temps maintenant à regarder la télévision, qui n'écoutent que le coronavirus. Merci Dago. Merci Dago Charles. Votre conclusion avec vous, M. Magloire Diop, quel est le volet que vous allez utiliser pour votre conclusion?
Non, je pense que les athlètes sont effectivement les grandes victimes de cette crise du coronavirus. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé, ce sont les contrats commerciaux, les contrats de sponsoring des athlètes qui leur rapportent plus d'argent même que leur salaire et qui sont aujourd'hui menacés. Donc je pense qu'ils sont vraiment comment on appelle, les principales victimes de cette crise-là. Et ça montre encore que les athlètes sont le cœur du sport. À eux d'en prendre conscience. De ne pas se dire, non, moi je viens pour me faire plaisir. C'est leur métier, ils ont des droits, il faut qu'ils arrivent à faire valoir ces droits-là. Et c'est vraiment ce que je souhaite pour eux, qu'ils prennent conscience que, particulièrement au football, sans les joueurs, il n'y a pas de football. Donc, qu'ils vraiment fassent prévaloir leurs droits par rapport... Dès le départ. Dès le départ. Il faut qu'ils en prennent conscience. Tant qu'ils se diront qu'ils ne sont rien, comment on appelle, dans la chaîne, ça n'ira jamais mieux pour eux. Il faut qu'ils prennent conscience de leur importance. Sans eux, il n'y a pas de sport. Sans athlètes, il n'y a pas de Jeux Olympiques. Sans athlètes, il n'y a pas de Ligue 1, il n'y a pas de Ligue 2. C'est à eux d'en prendre conscience et de se dire aujourd'hui que si nous n'avons pas de contrat, nous ne jouons pas. Et puis, il n'y a pas de football. Je vais lui demander votre conclusion. C'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai, mais il faut aussi souligner, il faut aussi noter aussi que la Ligue professionnelle ivoirienne a une grosse part de responsabilité. C'est vrai, les joueurs, ils sont conscients, les joueurs sont conscients qu'ils doivent avoir des contrats, etc., Mais ceux qui organisent, ceux qui structurent tout ça, c'est la Ligue professionnelle. Il faut qu'elle joue son rôle. Il faut qu'elle soit plus rigoureuse dans la gestion du football ivoirien. Voilà, ça c'est la vraie question. Alors, mesdames et messieurs, vous avez suivi avec beaucoup de plaisir ce 13e numéro de 3e mi-temps. Nous avons parlé en tout cas des victimes, les athlètes qui vont souffrir. Tout le monde souffre, mais vous savez qu'aujourd'hui, les athlètes, eux, sont totalement coupés du monde parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur métier. Alors, quand il sera question d'exercer son métier, il va falloir tout faire et puis se faire signer des contrats. Personne n'est contre personne, mais nous disons qu'il faut protéger tout et chacun. C'est ici qu'on va s'arrêter pour ce numéro de 3e mi-temps. J'ai eu beaucoup de plaisir à être chez vous. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.